On va recommencer notre séance de l'après-midi dès maintenant. C'est en fait sur la loi Leonetti, ses principes, son application, les quelques textes antérieurs, les derniers décrets qui ont pu être... Bernard de Valois, il a présidé l'ASFAP, je crois, de 2005 à 2007. Il est par ailleurs médecin de soins palliatifs au centre hospitalier de Courbevoie de Lille-Puteaux. Et il est également aussi en charge d'une mission à l'Observatoire national de fin de vie. Je lui passe directement la parole. On en arrive à cette loi dite loi Leonetti. C'est une loi qui crée un droit et par conséquent un devoir. Et ensuite, il va dire comment ce droit et ce devoir devront être appliqués. Donc le droit, c'est le droit pour tous les patients à ne pas subir d'obstination déraisonnable. C'est le droit à mourir en paix, à mourir tranquille, à mourir sans être victime d'un acharnement thérapeutique. Ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de la loi. Et tout le reste de la loi va consister à nous aider à répondre à cette question quand même complexe. Comment je peux savoir si je suis ou pas dans une situation d'obstination déraisonnable? Et donc c'est l'ensemble de des procédures qui vont permettre de répondre à cette question qui constituent le cœur de la loi d'avril 2005. Mais il faut bien comprendre que ces limitations de traitement portent sur le non-maintien artificiel en vie s'il n'y a pas d'autre perspective que ce simple maintien artificiel en vie. Les Américains traduisent le terme de réanimation par un terme encore plus explicite, resuscitation. C'est intéressant parce qu'au moins les choses sont claires. Je suis anesthésiste réanimateur de formation, donc loin de moi, bien loin de moi, l'idée de jeter la pierre sur la technique de réanimation. C'est fantastique. On a permis des choses extraordinaires et on continue à permettre des choses extraordinaires avec les techniques de réanimation. Mais jusqu'où ne pas aller trop loin? Donc tout le problème, c'est de trouver du sens. Ces techniques de maintien artificiel en vie sont extrêmement intéressantes si elles offrent une perspective, la perspective d'un retour à l'état antérieur, ou en tout cas la perspective d'un retour à un état qui ne soit pas simplement le maintien de la vie pour le maintien de la vie, et notamment l'absence totale de vie relationnelle, si ça n'a pas de sens. Lorsque on décide donc que la médecine ne peut plus, que ça n'a plus de sens de maintenir artificiellement en vie, donc on va procéder à la limitation ou à l'arrêt de ces traitements de maintien artificiel en vie, il y a deux obligations qui sont posées de manière extrêmement forte par la loi, parce qu'elles sont répétées 5 fois au total dans une loi courte. Deux obligations sur lesquelles on reviendra, qui est que la traçabilité, c'est-à-dire que ça ne peut pas être des pratiques clandestines, ça ne peut pas être des décisions qui sont prises comme ça au coin d'un couloir par une personne toute seule, fatiguée ou je ne sais pas quoi. Et deuxièmement, ce n'est jamais, jamais, jamais un abandon, ce n'est jamais cette vie, ce maintien en vie artificielle, on l'arrête, donc on va laisser, pardon cette expression que Jean Leonetti a aussi beaucoup utilisée, je lui emprunte, hein. C'est une loi du laisser mourir, c'est pas une loi du laisser crever. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'abandon, on n'enlève pas ce qui maintient artificiellement en vie, on ferme la porte et on s'en va et on attend, on revient voir tous les jours, voir si le malade est mort ou pas. Il y a une situation qui est simple, où la loi dit clairement, quand la personne est capable de dire, quand la personne est capable de décider ce qui est bon pour elle-même, il y a une façon très simple, qui est la seule façon reconnue par la loi de savoir si on est dans une situation d'obstination déraisonnable, c'est de solliciter l'avis de la personne. C'est le malade lui-même, lorsqu'il est capable de prendre des décisions pour lui-même, qui dit « oui, ça c'est l'obstination déraisonnable pour moi », ou qui dit « non, ça c'est pas l'obstination déraisonnable ». Peut-être, je vous expliquerai tout à l'heure que pour la pratique, c'est parfois compliqué. Mais en tout cas, la réponse à la question, elle est simple à obtenir. On demande au patient. Et c'est lui qui dit. Et donc, ça explique pourquoi
Pour un patient donné, il va répondre blanc, c'est pas l'obstination raisonnable, et pour un autre patient, lui, il va répondre noir, c'est l'obstination raisonnable. Je rappelle, hein, je m'excuse d'enfoncer le clou, et à partir du moment où le patient a répondu c'est l'obstination déraisonnable, on va le revoir tout à l'heure, le médecin, il n'a pas son mot à dire. Le médecin est tenu de respecter la volonté du patient. Mais là où c'est sioux, là où ça devient compliqué, c'est quand le malade n'est plus capable de nous dire si pour lui c'est ou pas de l'obstination déraisonnable. Et dans ce cas-là, le principe reste le même, on va rechercher la volonté du patient. Mais le patient, il ne peut pas dire. Donc, la loi institue deux dispositifs très importants, qui sont la désignation d'une personne de confiance et qui sont la rédaction de directives anticipées. J'insiste, mais comme un fou, parce que voilà, je sais comment les choses se passent, ces deux dispositifs n'interviennent que dans le cas où le patient ne peut pas dire. Les directives anticipées, elles portent là-dessus, elles ne portent pas sur le fait de dire « je veux qu'on m'injecte 10 grammes de chlorure de potassium ». Donc la demande anticipée d'euthanasie n'est pas prévue par les directives anticipées en France. Le fait de parler de la personne de confiance, le fait de proposer la désignation d'une personne de confiance est un acte de soin. Ce n'est pas un acte administratif. On ne peut pas confier ça à l'agent administratif d'accueil. Donc voilà, pour moi c'est un acte de soin, donc il va être fait par un soignant, qu'il soit infirmière, qu'il soit médecin. Depuis janvier 2010, la procédure collégiale, elle est de droit si le patient l'a réclamé dans ses directives anticipées, si sa personne de confiance le réclame, ou simplement si un membre de sa famille ou un de ses proches le réclame. Le médecin n'a plus le pouvoir de bloquer la mise en œuvre de la procédure de discussion autour de la question. Deuxième disposition. Tout ça doit faire l'objet d'un rapport circonstancié, motivé, qui doit être remis à tous ceux qui le souhaitent, de façon, encore une fois, la transparence soit véritablement au rendez-vous. Et le troisième dispositif consiste à dire, pour les gens qui sont dans la case numéro 2 de tout à l'heure, c'est-à-dire un patient maintenu artificiellement en vie, plus capable de décider pour lui-même, c'est-à-dire qu'en gros, pour les patients en état végétatif chronique ou post-relationnel, ceux, dit le texte, dont la souffrance ne peut être évaluée du fait de leur état cérébral. Et bien pour cela, le Code de déontologie médicale recommande très fortement la mise en œuvre des traitements à visée sédative et antalgique nécessaires pour pouvoir assurer à tout le monde, et notamment aux proches, qu'il n'y a pas de souffrance ou de douleur lorsqu'on procède à la limitation ou à l'arrêt de traitement. Sans aucun doute, ce dont on parle, c'est de la mort des patients. Et donc, si on veut leur rendre un certain nombre de droits, il faut aussi qu'on ne soit pas à nier la mort qui est derrière la porte. En conclusion, pas de juridisme excessif dans la lecture de cette loi, mais une lecture, en tout cas c'est la lecture que je m'efforce d'en faire et de promouvoir, une lecture basée sur la bientraitance. Merci. Et le médecin. Moi je suis un bénévole. Ça se voit parce que je vole mes propres ailes. Je rencontre souvent un haut gradé qui est médecin de son état, même si ça se voit pas.
même qu'on s'engueule souvent, car il prétend qu'il en sait plus que moi, mais ça ne se voit pas. Et ce jardin, comme souvent les jardins, avait un jardinier. Il se trouve que ce jardinier, c'était une jardinière. J'ai planté des graines d'humanité. Et là, ça commence à fleurir. Je suis assez contente. Des graines d'humanité. Oui. Ah, elles sont bleues? Ah oui, bah, enfin, elles changent de couleur au fil du temps. Moi, j'ai fait toute une rangée de pousses de savoir. Alors, il y en a du savoir, hein. Mais ma particularité, c'est le savoir médicinal. Et ça, oh, ça pousse. Oh, ça pousse. Et surtout, on a toujours l'impression que ce qu'on fait dans son jardin est mieux que ce que l'autre fait dans le jardin d'à côté. Et on va lui prouver. Ah, je suis fière, là. Il y a mon arbre d'écoute, là, qui a poussé partout, même par-dessus votre mur. Mais ça me gêne pas qu'il y ait un peu d'écoute dans votre jardin du Ça savoir. fait un peu d'ombre. Ça fait un peu d'ombre. Quand il y a trop d'écoute, vous voyez, le savoir médicinal pousse moins bien. Comme ça vient chez moi, vous êtes responsable. Vous devriez couper quelques branches d'écoute pour regarder pousser mon intelligence. Oui, je vois. Mais j'ai aussi un problème, là. C'est quoi, ça? Ça, c'est ma racine. Non, non, c'est pas votre racine, ça. C'est du chien dent, ça. Jamais j'aurais fait pousser ça. Non, ça c'est un buisson de compétences. Ne confondez pas tout. Mais moi aussi, j'en ai de la compétence. Et elle pousse bien, elle pousse très Mais bien. votre compétence à vous n'est pas professionnelle. Mais elle fleurit quand même. Au moins, elle est belle à regarder. Et puis on la comprend. Il y a quelque chose comme ça. Ah, tout de suite, c'est Elle sent bien, la mienne sent bon. Non. Elle sent le propre. Excusez-moi. C'est un buisson de compétences stérilisé par mes soins. Tu dirais une fleur artificielle. Et tout à l'heure. Tu l'as vu mon artificiel? Non, mais alors, tiens, ma graine d'écoute. Quoi, ta graine d'écoute? Tiens, attention, mais attends, regarde là, ma boule d'injection létale. Mais prends-moi cette masse de patience. Attends, ah, elle m'a fichu sa patience dans l'œil. Attends, tu vas voir. Wouh. Tant et si bien que bientôt il n'y eut plus une plante ni dans un jardin ni dans l'autre. Qui plus est, le liquide venait à manquer. Notre jardin, si ça arrive à pousser, c'est pas tout à fait le jardin d'Éden.